Il n'y a pas besoin d'être très fortuné pour être un client patrimonial. La gestion de patrimoine, c'est pas que gérer du financier. Ce qui est très important, c'est tout l'autre aspect. Comment je le possède? Le bon conseil patrimonial, c'est celui qui va placer le conseil avant le produit. C'est une relation à long terme. On accompagne les gens dans leurs étapes de vie. Une stratégie qui est construite sur le fiscal est une stratégie fragile. Ce qui fonde, c'est le code civil. Les enfants héritent de plus en plus tard. Comment on fait aussi pour envisager peut-être une transmission sur plusieurs générations? Dès que vous gagnez un peu d'argent, mettez-en un peu de côté. Commencez à penser à ça. Pensez à votre retraite. Si ça se trouve, vous n'en aurez pas du tout en régime de répartition. Un bon conseiller patrimonial, de par sa connaissance transversale, il doit être capable de transformer les peurs en décisions. On ne travaille pas avec l'argent des gens, on travaille avec les gens qui ont de l'argent. Bonjour et bienvenue dans mon podcast Patrimoine, le podcast qui rend la gestion de patrimoine accessible à tous. On y reçoit des experts pour avoir les idées claires et pour vous aider à comprendre et agir sur votre patrimoine et vos placements financiers. Aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir Catherine Orlac, directrice technique de Harvest Fidroit Academy. Bonjour Catherine. Bonjour Mathieu. Et avec Catherine, on va parler de l'évolution des enjeux patrimoniaux avec les évolutions de la société, des usages, des familles, de l'environnement économique. Et évidemment, tout ça influe sur les problématiques et les stratégies patrimoniales qui peuvent être mises en place. Le podcast est préparé avec TSMF Agence, Tout sur mes finances. Je suis Mathieu Berthaud, cofondateur et directeur général de mon partenaire Patrimoine. Mon podcast Patrimoine, saison 2, épisode 4, c'est parti. Alors Catherine, une question un peu préalable quand on parle de gestion de patrimoine, est-ce que ça concerne tout le monde? Autrement dit, le client patrimonial ou la cliente patrimoniale, c'est qui? C'est pas une question facile parce que je pense qu'il y a beaucoup de préjugés sur le métier de la gestion de patrimoine. Et on se rend compte notamment que le client final, souvent quand il entend client patrimonial ou gestion de patrimoine, il va se dire c'est de la gestion de fortune. Alors que ça, c'est pas vrai. À mon sens, c'est pas vrai. Il y a une phrase qui m'a beaucoup marquée à quelqu'un avec qui j'ai longtemps travaillé et qui continue à faire beaucoup de formations, qui s'appelle Pascal Pinault, de Métis, qui m'a très souvent dit, il a écrit, je crois, on ne travaille pas avec l'argent des gens, on travaille avec les gens qui ont de l'argent. Et ça, je trouve que dans cette phrase, il y a tout. C'est bien trouvé. Parce qu'en fait, c'est ça, en fait. C'est que, alors certes, il faut un certain niveau de patrimoine, parce que si on n'a pas un certain niveau de patrimoine, on n'a pas de problématique patrimoniale par essence. Tout à fait. Mais il n'y a pas besoin d'être très fortuné pour être un client patrimonial. Le client patrimonial, c'est plus ce qui va le définir, quelqu'un qui va avoir besoin d'être accompagné tout au long de sa vie, ou à des moments importants de sa vie, parce qu'il a des décisions importantes, structurantes à prendre. Ouais. Des décisions, par exemple, comment je me constitue un patrimoine, comment et de quelle manière je vais acheter tel ou tel bien, quelle allocation d'actifs je vais choisir, est-ce que je fais un peu de finance, il y a un peu d'immobilier, etc. Donc ça va être quelqu'un qui est en phase de constitution de patrimoine. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui a déjà un bien, deux biens, quelques comptes bancaires, et puis qui va se dire comment je fais fructifier ça, comment je vais le gérer. Ça peut être des problématiques qui ne sont pas du tout financières et économiques. Ça peut être un couple qui décide de s'unir et qui se dit mais c'est quoi le meilleur mode d'union? Est-ce que je dois me marier? Est-ce que je dois me paxer? Quelles seront les incidences demain? Si demain on a des enfants, pour la transmission, etc. Voilà, un client patrimonial, c'est quelqu'un qui va aussi vouloir anticiper. Par exemple, anticiper son décès, donc il va vouloir transmettre. Comment je transmets, quel outil j'utilise, comment je fais pour que ça me coûte le moins cher possible. C'est quelqu'un qui va vouloir anticiper sa retraite, comment je prépare ma retraite longtemps en avance. Donc en fait, c'est ça, un client patrimonial, je pense qu'on ne va pas le choisir à son niveau de fortune, on va le choisir face à son niveau de problématique patrimoniale. Donc, le niveau de complexité des problématiques patrimoniales, au fond. Je pense que c'est plus ça qui va le définir. Non, ça le définit bien. Et puis, on a souvent l'habitude de dire on est des métiers qui se projettent à long terme, puisqu'on va accompagner ses clients sur leurs différentes étapes. Et effectivement, souvent, tu as des déclencheurs. Préparer sa retraite, l'anticiper ou préparer sa transmission, c'est pas qu'au moment de la succession. D'ailleurs, en général, on n'est plus là au moment de la succession. C'est ceux qui restent. Et l'anticiper, c'est ça, mettre en place une stratégie. Tu reviendras sur les stratégies patrimoniales.
patrimonial, c'est un terme parfois qui fait un peu pompeux, mais non, en fait, c'est vraiment ça, c'est se projeter dans le temps. Et je trouve que ça résume bien les enjeux du client ou de la cliente patrimoniale, qui ne sont pas que financiers, et on y reviendra un peu plus tard, mais qui prennent souvent racine dans le projet de vie, et des aspects civils. Tu parlais des modes d'union d'un couple, ça va avoir des enjeux dans la stratégie patrimoniale. Une question qui vient avec, quelque part, c'est vers qui se tourner. J'ai mon projet, mon centre d'intérêt ou une angoisse par rapport à quelque chose, ça a une couleur patrimoniale. Vers qui je me tourne? Vers mon notaire, vers mon banquier qui me suit en matière d'argent? J'aurais peut-être tendance à faire ça. C'est souvent une question qu'on a. Vers qui on va se tourner? Alors, je crois qu'il y a plein de métiers qui sont capables aujourd'hui de faire du conseil patrimonial. Et c'est sûr que les notaires, les avocats, les experts comptables, les banquiers, les conseillers patrimoniaux indépendants, certains assureurs aussi, tous sont capables de le faire s'ils sont spécialisés dans ce domaine. C'est plutôt ce que j'aurais tendance à conseiller. Parce que en réalité, aujourd'hui, comme c'est pas un métier qui est réglementé en tant que tel, il y a des réglementations à l'intérieur du métier, il faut avoir des statuts, de CIF, etc. Mais le métier de conseiller en gestion de patrimoine, il n'est pas réglementé. Donc je crois que la difficulté pour le client final aujourd'hui, c'est que il n'y a pas comme un ordre vers lequel il peut se tourner pour dire est-ce que vous avez une sorte d'annuaire ou de personne à me conseiller? Ça n'existe pas. Et donc, il y a des critères, à mon sens, si je devais conseiller un client final, il y a des critères à regarder. Peut-être déjà, la première chose, c'est que le client, il faut qu'il comprenne ce que c'est que ce métier-là et les compétences que ça nécessite. On l'a évoqué ensemble à l'instant, mais la gestion de patrimoine, c'est pas que gérer du financier. Alors certes, il y a tout l'aspect financier, économique, ça c'est ce que je possède, mon patrimoine lui-même. J'ai des contrats d'assurance vie, j'ai des immeubles, des parts de SCPI, des comptes bancaires. Ok, ça c'est ce que je possède. Mais ce qui est très important dans la gestion de patrimoine, c'est tout l'autre aspect, c'est-à-dire comment je le possède. Et c'est là que vont entrer en jeu tous les domaines du droit civil, le domaine du droit social, le domaine du droit fiscal. Et la gestion de patrimoine, c'est tout ça. C'est tout cet environnement. C'est-à-dire que on ne peut pas imaginer un bon conseil à un client sans avoir un environnement 360. Et donc, c'est une matière pluridisciplinaire. Donc, ça veut dire que déjà, la première chose, c'est qu'on va se tourner vers un professionnel qui a ses connaissances transversales. Alors, comment on le sait? En général, on lui demande s'il est formé, s'il a un diplôme, s'il a une formation spécifique. Voilà, ça paraît assez naturel. Et puis, le deuxième conseil que je donnerais, parce que ça, c'est un très fort préjugé sur la profession. Enfin, tu me diras, mais moi, c'est un truc que j'entends encore trop souvent sur le client final. C'est qu'on dit donc le gestionnaire patrimoine, donc c'est un vendeur de produits. C'est fou qu'on entende encore ça. Alors que c'est tout sauf ça. Bah oui, justement. C'est tout sauf ça. Et en fait, je dirais que le bon conseil patrimonial, peu importe son métier, qu'il soit notaire, conseiller patrimonial, banquier, etc., le bon conseil patrimonial, c'est celui qui va placer le conseil avant le produit. C'est ça, en fait. C'est déjà une très bonne manière de choisir le partenaire patrimonial avec lequel on va travailler. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose d'important. Et puis, on pourrait rajouter des qualités humaines, évidemment, parce que tous ces domaines-là dont on vient de parler, ça touche à l'intimité de la vie. On parle de l'argent, on parle de la famille, on parle des enfants, de son couple. On est obligé de se projeter vers l'avenir, on parle de ses peurs. Donc ça confine à l'intime. Et ça nécessite, je crois, qu'on se tourne vers quelqu'un qui a des qualités humaines d'écoute, d'empathie et en qui on a confiance. C'est un partenaire, c'est un compagnon de vie, un peu notre conseiller patrimonial. Oui, et tu résumes bien l'enjeu sur du coup la psychologie aussi qu'il faut avoir, qui rejoint des aspects de psychologie dans la partie financière, parce que si on prend des décisions financières d'investissement sous le coup de l'émotion, parce qu'on se retrouve un peu tout seul face à un événement à gérer, généralement, c'est pas le meilleur conseil, on se donne pas le meilleur conseil soi-même, et c'est important d'avoir quelqu'un qui va pouvoir prendre du recul, se mettre dans une position d'accompagnement et qui ne va pas être vendeur de produits. Je suis tout à fait d'accord avec toi. En marketing, on oppose souvent l'approche projet et l'approche produit. Effectivement, ça résume bien. C'est un bon critère de sélection. Si vous allez voir quelqu'un
qui commence par vous dire j'ai un bon produit là pour vous. Là, il faut faire demi-tour. Il vaut mieux faire demi-tour, ou alors on est d'accord pour aller se faire vendre un produit, mais l'idée c'est plutôt de dire, est-ce qu'il va m'écouter, est-ce qu'il va comprendre ma situation, mes objectifs, mes enjeux, ce qui m'empêche peut-être de dormir la nuit, le truc un peu, peut-être des fois même viscéral, qui dit, voilà, il faudrait que je m'en occupe, mais je ne sais pas comment faire. Est-ce que vous pouvez m'aider ? Racontez-moi qui vous êtes. Et cette qualité de relationnel, elle est contrainte souvent dans des réseaux où il y a des objectifs de vente de produits, parce qu'on ne peut pas passer autant de temps qu'on veut. Alors, tu diras peut-être que je prêche un peu pour ma paroisse, mais le conseiller en gestion de patrimoine, il peut prendre du temps. Il peut passer du temps avec la personne qu'il a en face de lui et qui va devenir le client qui va accompagner dans ses projets. Il doit passer du temps parce que c'est une relation à long terme. C'est une relation à long terme, la gestion de patrimoine. Encore une fois, on accompagne les gens dans leurs étapes de vie. Et donc, ça nécessite cette confiance et surtout, ça nécessite d'envisager aussi que le client final envisage et accepte d'envisager cette relation sur le long terme. Parce que sinon, ça n'a pas vraiment de sens. Oui, parce que les étapes qu'on va traverser, et on peut même dire qu'il y a des moments où on va traverser des crises sur du long terme. Une crise financière, c'est impossible de toutes les éviter si on est sur 20, 25, 30 ans. Et là, il faut avoir quelqu'un, parce que quand tout va bien, c'est facile d'être là. C'est quand c'est plus compliqué, il ne faut pas être abandonné. Et cette notion de long terme, de projet de vie, ça rejoint aussi la notion de durabilité, qui est aussi mise en avant en termes d'investissement. Ça va quand même assez de pair. Et ça rejoint l'angle qu'on prend pour cet épisode de podcast, avec l'évolution de la société, des sociétés, l'allongement de la durée de vie, ce qui est une bonne chose. Ça fait émerger de nouvelles problématiques de transmission, notamment. Les modes d'union qui sont divers et variés aujourd'hui. Et ça aussi, c'est plutôt positif en termes de choix de vie. L'évolution au niveau des recompositions familiales qu'il peut y avoir, des usages aussi, des attentes des personnes qui sont à la fois clients et contribuables et membres d'une famille. Tout ça, ça a un impact. Comment tu vois les choses, toi, en termes de le ramener sur des problématiques et des stratégies patrimoniales ? Ce qui est évident, c'est que la gestion de patrimoine, c'est une matière évolutive. Alors, elle évolue en fonction des lois, évidemment, mais elle évolue essentiellement en fonction du client et de son besoin. Et ce qui est sûr, c'est que le client patrimonial d'aujourd'hui, il n'a plus le même visage que celui d'il y a plusieurs dizaines d'années en arrière, parce que le monde évolue, la vie dans laquelle le client évolue change. Et pour moi, il y a deux éléments majeurs là, qui doivent être vraiment pris en compte par tous les conseillers patrimoniaux, et ils le font. C'est déjà un élément démographique, tu viens d'en parler. C'est qu'on vit de plus en plus longtemps, et ça, c'est une bonne nouvelle. Mais la moins bonne nouvelle, c'est qu'en vivant de plus en plus longtemps, parfois, on ne vit pas toujours en bonne santé. Ouais. Donc déjà, avant d'être peut-être dépendant, viendra d'abord la phase de retraite. Et on sait qu'il va falloir la financer, qu'on a plus de difficultés qu'avant à le faire du fait du système par répartition. Donc ça, c'est une première problématique. Et puis le vieillissement de la population, il pose aussi ce problème-là que, du coup, puisqu'on vit plus longtemps, on ne transmet pas pareil. On ne transmet pas pareil parce qu'il va falloir se poser les bonnes questions. Transmettre, c'est bien, mais du coup, est-ce que j'aurai assez demain pour pouvoir vivre ? Ouais. Donc, il y a ça. Ça, c'est l'élément démographique. Et puis, il y a vraiment des éléments sociétaux qui changent complètement la donne dans les stratégies patrimoniales. Alors déjà, on n'en parle pas assez souvent de ça, mais il y a quand même un client patrimonial qui, aujourd'hui, s'internationalise. Oui. C'est-à-dire que notre client patrimonial, il est sans frontières aujourd'hui. Oui. Soit que lui a une étape de sa vie où il va aller vivre à l'étranger et où il va revenir. Si c'est pas lui, ça sera l'un de ses enfants ou l'un de ses enfants qui va se marier avec une personne d'un autre pays. Un bien qui va être acheté à l'étranger, un bien qu'il va falloir transmettre à quelqu'un qui vit à l'étranger. Et tous ces éléments-là internationaux d'extranéité, il change nécessairement la manière dont on va construire la stratégie patrimoniale, puis surtout parce qu'il y a des règles spécifiques. Donc ça, c'est le premier élément sociétal. Ouais. Et puis, tu l'as cité, le deuxième élément sociétal hyper important, c'est l'évolution de la famille. C'est sûr que la famille, voilà, on a les familles d'aujourd'hui
un des derniers congrès des notaires s'appelait les tribus d'aujourd'hui. Et je trouve ça vachement intéressant de parler de tribus plus que de famille, parce que la famille telle que l'a connue nos parents, grands-parents et grands-parents, c'est plus la même aujourd'hui. Avant, c'était la famille dite classique, un couple marié avec des enfants communs. Bon, c'est pas que c'est fini. Heureusement, il y a encore des familles comme ça, mais il y a plein d'autres familles qui ont vu le jour, qui ont évolué. Bon, alors déjà, on a les familles recomposées, et c'est plus une exception, c'est presque la norme aujourd'hui. Voilà. On a les familles monoparentales. Mine de rien, ça c'est aussi une manière différente de gérer le patrimoine. Monoparental parce que je suis veuf, je me suis séparée. Alors on va avoir des familles monoparentales subies, puis on va avoir de plus en plus de familles monoparentales totalement assumées, le célibat assumé. Ça aussi, c'est nouveau. Et puis, on a les familles homoparentales aussi. Alors, elles sont moins nombreuses que les autres catégories que je viens de citer, mais néanmoins, elles progressent du fait de la légalisation du mariage pour tous et de l'adoption par des personnes de même sexe. Donc tout ça fait que on est aujourd'hui obligé d'envisager des stratégies complètement différentes. Mais ce qui est génial, c'est que le législateur civil, donc le Code civil, voit ça. Et donc, je dirais que le professionnel du patrimoine a entre ses mains toute une palette d'outils pour répondre à ces nouvelles problématiques. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ouais. Tu as raison. Alors, j'aime beaucoup toujours la notion de boîte à outils patrimoniale avec le Code civil. Alors, le Code civil, on se dit 1804, le truc, il est poussiéreux. Comment il peut être en phase avec la réalité de la société aujourd'hui? Et en fait, quand on regarde... Alors, tu es la personne qui m'a fait ouvrir un Code civil, puisque tu étais présidente de l'OREP, et j'ai eu la chance, avec le groupe 3, à qui je fais un salut amical. Le salut également, très bons souvenirs. D'ouvrir un Code civil et se dire, mais en fait, il y a toutes les réponses, mais on a tous les éléments pour construire quelque chose. Et en fait, le Code civil et la manière de l'utiliser, c'est un peu cette colonne vertébrale qui peut permettre de comprendre comment, on va dire, la société protège la transmission entre générations, et notamment en ligne directe, les enfants, les petits-enfants. Et comme tu dis, il y a aussi tous les outils à côté, et qui ne sont pas, pour le coup, des placements financiers particulièrement, mais qui vont être un aménagement de régime matrimonial, le fait de spécifier des choses pour protéger son conjoint ou son partenaire de Pacs ou son partenaire de vie en union libre, sans léser ses enfants, d'une première union, d'une union en commun. Et ça, je pense que tu n'es pas tout à fait étrangère au fait que maintenant, je dis assez souvent, comme les personnes dans l'équipe, on commence toujours par le civil. Même si la personne vient te voir en disant « Moi, j'ai un enjeu fiscal, il faut que je réduise mes impôts ». Ce n'est pas un projet de réduire vos impôts. Évidemment, on va essayer de ne pas payer le maximum de fiscalité dans la solution retenue. On part du civil. Comment tu peux encore plus ancrer ça sur le fait de dire que c'est indispensable de commencer par le civil? Et c'est d'ailleurs aussi un critère pour choisir la bonne personne qui peut t'accompagner dans tes projets patrimoniaux. Je suis contente que tu aies retenu ça. Ça ne m'étonne pas du tout, parce que c'est vrai que moi, depuis un peu plus de 25 ans maintenant que j'enseigne, j'ai toujours insisté là-dessus. Mais ça me fait plaisir que ce soit ce qui ressorte. On a bien retenu. C'est vrai que je l'ai toujours dit, et je ne suis pas la seule, mais comment résumer ça? Une stratégie qui est construite sur le fiscal est une stratégie fragile. C'est vraiment important d'avoir ça en tête. Ouais. Une stratégie qui est construite sur le fiscal, c'est une stratégie fragile. Parce que ce qui fonde une stratégie patrimoniale, c'est le droit civil, c'est le Code civil. Et le droit fiscal, je ne dis pas qu'il n'est pas important, mais c'est un droit de suite. Ça veut dire que le droit fiscal n'est là que pour optimiser la stratégie. Ouais. Mais le droit fiscal ne fonde pas. C'est le droit civil, qui fonde. Ouais. Et donc, ça veut dire que, voilà, avant de regarder comment on va optimiser, par exemple, des droits de succession. Alors, c'est sûr qu'il y a la question de l'impôt qui est importante pour le client final. Mais avant de dire à un client, tiens, tu vas faire ça parce que tes enfants, ils payeront moins de droits de donation, moins de droits de succession si on fait ça. À mon sens, la première question à poser à un client, c'est, attends, dès lors que tu es d'accord pour transmettre, à quoi tu es prêt à renoncer? Ouais.
Je sais que tu veux qu'on parle de démembrement, on en parlera tout à l'heure, Oui. c'est une super stratégie, mais il y a des inconvénients à chaque stratégie. À un moment, le démembrement, c'est génial. Et tu sais que j'adore ça, puisque c'est ce que j'enseigne en priorité. Mais le démembrement, c'est aussi une stratégie où on perd son autonomie. Tu vois, ça, c'est des questions, je pense, qu'il faut poser aux clients. Ouais. Avant qu'on parle de droit, avant qu'on regarde combien les enfants vont économiser, parlons des conséquences civiles de telle ou telle opération qu'on va mettre en place. Vous allez gagner plus d'autonomie, ou alors là, vous allez perdre de l'autonomie. Est-ce qu'on est OK avec ça ? Et donc, c'est ça le critère le plus important, parce que c'est du droit civil, c'est le droit civil qui va fonder la stratégie, et de là ensuite, on va aller chercher quelques leviers pour optimiser, et notamment pour essayer de voir comment on paye moins d'impôts. Mais c'est vraiment la colonne vertébrale. Tu vois, c'est comme si on disait, on construit une maison, on commence par la peinture, quoi. Enfin, ça n'a pas de sens. Il n'y a pas de fondation. Mais une stratégie patrimoniale qui n'a pas de juridique, elle n'a pas de fondation. Alors, c'est amusant que tu relèves cette analogie-là, parce qu'un autre invité qui était venu, Thierry Scher, avait pris exactement la même analogie du bâtiment, en disant la maison, on commence les fondations, c'est le civil. Ensuite, on va monter avec le financier, c'est les murs. Et en haut, on a le fiscal pour le toit. Si on commence par construire le toit, on va avoir un problème. Évidemment, on ne fait pas une maison sans toit non plus. Et comme tu dis, on va choisir, une fois qu'on a mis en place les fondations, on va plutôt essayer d'aller alléger la facture fiscale si on peut le faire. Et encore une fois, ça peut être un déclencheur, un incitateur à le faire, en disant si on compare un mode de détention A avec un mode de détention B et qu'on voit qu'on est à l'aise avec ce que tu dis, parce qu'effectivement, la donation, même en démembrement, donner, c'est donner, comme dit l'adage. Et reprendre, c'est voler. Exactement. Donc, faire une donation, on donne la nue propriété, on va revenir dessus. Et puis, j'ai toujours en tête la référence au film Les Trois Frères avec l'usufruit ou le jus de fruits. En fait, c'est une notion très tangible en disant l'usufruit, l'usage. Je donne la nue propriété, donc j'ai un peu l'impression de rien donner si je peux habiter. Mais non, en fait, tu donnes quand même un droit. Et donc, comme tu dis, tu te dépossèdes de quelque chose et tu te contrains. Et on peut être tout à fait à l'aise avec ça ou pas. Et si le client n'est pas averti de la contrainte et qu'il est un peu aveuglé par « Ah oui, ça va faire payer moins d'impôts », il peut oublier temporairement cette contrainte-là, mais le jour où il va la vivre, en disant « Bon, je vends », ah non, vous ne pouvez pas vendre sans l'accord des nus propriétaires, parce qu'il faut que les deux soient d'accord. C'est pour ça que, tu vois, je pense que le triptyque de dire, avant de s'intéresser à la fiscalité, on va regarder ce que la stratégie qu'on va mettre en place a comme conséquence sur le cadre de vie, mon cadre de vie quotidien, quelles conséquences ça va avoir sur mon niveau de vie, et surtout, pour finir, quelles conséquences ça va avoir sur mon autonomie de vie. Et je crois qu'il faudrait que le conseiller patrimonial, avec son client, se pose systématiquement ces trois questions-là. Et une fois que ça, c'est validé, alors seulement, on avance sur le reste. Alors j'adore, c'est cadeau, ça. Cadre de vie, niveau de vie et autonomie de vie, ça raccroche tout au projet de vie et à la vie sur le long terme, forcément, du client. Je pense que c'est pas juste des mots. Et tu disais souvent, les mots ont un sens. On utilise un mot plutôt qu'un autre. Et tu le dis toujours, j'imagine. Mais c'est très important parce qu'on n'est pas juste dans la sémantique. C'est vrai que chaque notion engage quelque part. Et le fait de sensibiliser, nous on le voit parce que tu l'as soulevé tout à l'heure. Quand on parle de gestion de patrimoine, on est sur des notions qui peuvent être anxiogènes, voire tabous en France. Tu parles transmission, succession, tu es au croisement on va parler de la mort et de l'argent. Donc on ne peut pas faire plus tabou que ça. Le fait ensuite d'amener des outils, une stratégie, un accompagnement pour déverrouiller un peu, tu parlais de rentrer dans l'intimité patrimoniale des personnes, tout ça, c'est ce qui fait, je pense, à la fois la spécificité de nos métiers, un peu chef d'orchestre, mais aussi avec une forte psychologie, un fort relationnel. C'est pour ça que c'est un beau métier. Et alors, évidemment, quand tu parles du démembrement de propriété, si on en parle comme ça, on dit OK, il y a une technique patrimoniale qui est le démembrement de propriété. OK, merci, point suivant. Concrètement, un exemple, s'il y a un exemple où il dit, dans ce cas-là, c'est gagnant, entre guillemets, à tous les coups, d'utiliser cet outil dans la boîte à outils patrimoniale. Le démembrement de propriété, ce serait quoi pour toi l'exemple type ? En choisir un, c'est difficile parce que pour moi, le démembrement, c'est le meilleur outil qu'on ait dans le Code civil. Bon, c'est peut-être aussi parce que c'est ma spécialité, mais objectivement, c'est un outil fabuleux, le démembrement.
Je crois que je te citerai en premier le démembrement pour transmettre, parce que c'est un peu l'outil tout en un, quoi. C'est le all inclusive, un peu le démembrement de propriété, parce que c'est un outil qui, dans le cadre d'une transmission, va permettre premièrement d'anticiper, donc de choisir, parce que finalement, je n'attends pas de mourir pour choisir à qui je vais laisser mes biens. Et le démembrement a ça d'intéressant que de son vivant, on choisit qui, au jour de son propre décès, sera propriétaire des biens que je possède. Parce que le fait de donner la nue propriété à quelqu'un, c'est le fait de donner à quelqu'un la certitude que, après moi, il sera lui et lui seul le seul propriétaire des biens. Donc c'est choisir de son vivant, anticiper donc les éventuels conflits en choisissant à qui on va transmettre. Il y a un deuxième intérêt au démembrement, c'est que quand je donne la nue propriété à quelqu'un et que je garde l'usufruit pour moi, dans le cadre d'une transmission, je me protège moi en tant que donateur. La difficulté d'une donation, c'est que c'est un acte où on a une intention d'aider quelqu'un, mais enfin, faut pas s'oublier soi-même. Et l'avantage du démembrement, c'est justement qu'on garde des prérogatives. Et on va garder des prérogatives pour soi usufruitier, qui sont des prérogatives politiques. Donc on garde quand même un certain pouvoir sur les biens. Pas tous les pouvoirs, mais un certain nombre de pouvoirs. Et surtout, on garde les revenus. Donc ça, c'est quand même assez exceptionnel de pouvoir dire, j'ai déjà transmis, j'ai amorcé la transmission, mais je ne me suis pas totalement dépossédée. Donc ça, c'est important. Et puis, cerise sur le gâteau, c'est un outil qui, d'un point de vue fiscal, est intéressant parce que le Code général des impôts lui-même édicte un certain nombre de règles qui font que, au décès de l'usufruitier, le nu propriétaire devient propriétaire sans droit à payer, sans droit complémentaire à payer. Donc voilà, c'est en ça que c'est un outil intéressant en termes de transmission, parce que j'ai anticipé ma transmission de mon vivant, j'ai tout fléché, mais tant que je suis en vie, j'ai gardé les prérogatives patrimoniales dont j'avais besoin. Voilà. Oui, et c'est vrai que concrètement, quand on donne l'image, nous on fait de la pédagogie avant de faire du conseil, c'est quand même c'est un peu une étape préliminaire. Concrètement, quand on est sur des biens locatifs, et comme tu dis, c'est un bien que je veux transmettre parce qu'il y a un intérêt, même peut-être un attachement affectif d'un enfant ou deux enfants sur le bien, je donne la nue propriété, donc cette espèce d'engagement à ce que ce soit transmis. Mais pour autant, il y a des loyers qui vont me permettre de faire un complément de revenu à la retraite, et je garde ces loyers, puisque dans l'usufruit, il y a les fruits, et les loyers sont les fruits. Ça permet d'être tranquille le temps où on aura besoin de ces revenus, en ayant un engagement aussi de la transmission de ce bien-là, en donnant quelque part une garantie à ses enfants que ça leur reviendra. Et c'est vrai, de le figer de son vivant, quand on est en pleine capacité, autonomie, je trouve que c'est extrêmement engageant. Et il faut aussi parler de ces sujets-là en famille. Alors, on ne va pas en parler forcément le midi autour d'un bon déjeuner, mais c'est ce qui permet aussi de démocratiser, c'est un terme à la mode, mais d'arriver à dire, on n'est pas dans la technique, en fait, on est vraiment dans du concret. Donc, merci à toi, Catherine, sur le fait de rendre le démembrement, qui est une de tes spécialités, quelque chose de concret. Et au final, quand on l'explique, on s'en rend compte, tout le monde comprend. Alors que si on dit on va faire un démembrement de propriété comme ça de but en blanc, on dit ok, est-ce que ça fait mal ? Oui, c'est vrai. Est-ce que ça fait mal ? Non, en fait, ça va nous aider. Et quand on rentre dans la technique, là, il n'y a pas d'écran de fumée. On est vraiment concrètement, ça veut dire ça. Mais tu as raison, il faut aussi insister sur le fait que il faut pas s'oublier soi-même dans la stratégie. Pour bien protéger les autres, il faut commencer par bien se protéger. Et c'est pour ça que le démembrement est une des techniques qui revient complètement sur le devant de la scène là, parce que on parlait tout à l'heure des conséquences du vieillissement de la population. Ouais. Tu vois, très clairement là, sur ce sujet-là, il y a des stratégies quand même spécifiques à mettre en place, parce que aujourd'hui, les personnes, alors d'ailleurs qu'elles soient âgées ou pas, parce que finalement on peut aussi anticiper ça, mais se dire, moi je vais vivre très longtemps, mais ça va poser quelle problématique patrimoniale ? Déjà la première, on vient de l'évoquer, c'est que je vais avoir besoin d'argent pour financer ma retraite, puis derrière ma dépendance, probable, et puis donc ma fin de vie. Et tout ça a un coût énorme. Bien sûr. La maison de retraite, la maison médicalisée, les EHPAD, etc., ça coûte beaucoup d'argent. Et là, il y a deux manières de voir les choses. C'est soit je transmets mon patrimoine et je donne en pleine propriété à mes enfants, mais ça veut dire que je bascule sur eux
l'obligation presque, demain, de devoir financer ma fin de vie à moi. Ouais. Et ça se réfléchit quand même, parce que c'est pas forcément quelque chose qu'on a envie de... Même si on compte sur nos enfants pour nous aider, parce que nous, on les a aidés un jour, on espère qu'un jour, ça va se renverser, mais on peut l'anticiper, ça aussi. Et le démembrement, c'est une très bonne manière de dire, je transmets, et donc j'aide mes enfants en transmettant, mais je conserve quand même tout ce dont j'aurais besoin pour vivre. Et il faut apprendre à calibrer la bonne donation en fonction de l'objectif patrimonial, et apprendre à ne pas trop donner, c'est aussi une stratégie patrimoniale. Ouais. Voilà. Et y aller potentiellement successivement à des étapes différentes dans la vie, en disant, voilà, dans cette première étape, comme tu dis, il y a plusieurs intervenants sur le marché qui ont parlé de l'allongement de la durée de vie, en disant, voilà, il y a une phase où, quand on est jeune retraité, on peut consommer plein de choses, etc. Ensuite, il y a une deuxième phase où, là, on peut avoir un pépin de santé, etc. Ça va alourdir la facture pour maintenir son train de vie, son niveau de vie. Et puis, à la fin, sur l'autonomie, et c'est des sujets qui ne sont pas simples. Comme tu dis, faire basculer ça à ces enfants qui sont devenus grands et qui ont leurs soucis, leurs enjeux, c'est une charge. Et si on arrive à alléger cette charge-là, en appliquant une bonne stratégie, au moment où on est en pleine possession de ses moyens, c'est aussi leur rendre service. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Il y a un côté réciproque aussi. Et avec l'allongement de la durée de vie, on voit aussi un autre aspect, c'est que les enfants héritent de plus en plus tard. Si on n'anticipe pas et si on ne donne pas un peu au fil de l'eau, et sachant en plus que la fiscalité est très, très favorable avec les abattements successifs qu'on peut avoir sur les droits de donation, ça incite à le faire. Parce que si on attend de ne plus être là et qu'on vit jusqu'à, on peut se le souhaiter, en pleine forme centenaire, les enfants derrière, s'ils doivent attendre qu'on ne soit plus là pour percevoir notre patrimoine, c'est plus compliqué. Ça, c'est un point important. Il y a un vrai sujet là-dessus. Bon, alors c'est en plus un peu le sujet du moment, là, cette fameuse grande transmission dont on parle beaucoup, parce que il y a beaucoup d'articles ces derniers temps, et si on croit ce qu'on nous annonce, bon, alors là, c'est pas une croyance, c'est une réalité, et tous les baby-boomers sont aujourd'hui âgés, et dans les 15 prochaines années, on sait que ces personnes-là vont mourir, et il y aura un transfert très important de patrimoine. C'est pour ça qu'on parle d'une grande transmission. On nous annonce 9 000 milliards d'euros de patrimoine qui vont être transférés de ces baby-boomers aujourd'hui âgés vers leurs héritiers. Et en fait, si on ne fait rien, ces 9 000 milliards d'euros vont basculer entre les mains de personnes qui sont les héritiers directs, et les statistiques de l'INSEE montrent qu'aujourd'hui, on hérite de plus en plus tard, après 50 ans, c'est-à-dire à une période où on n'a pas forcément le plus besoin de patrimoine ou d'argent pour construire sa vie, parce qu'à 50 ans, elle est déjà bien construite. Et là, il y a une vraie question qui doit se poser aux clients, et les conseillers patrimoniaux sont là pour les accompagner, c'est comment on fait pour envisager ce truc-là, et comment on fait aussi pour envisager peut-être une transmission sur plusieurs générations, parce qu'il y a ça aussi. Le vieillissement de la population fait que le nouveau phénomène sociétal quand même, c'est qu'aujourd'hui, des personnes âgées côtoient non plus leurs enfants et leurs petits-enfants, mais leurs enfants, leurs petits-enfants, leurs arrière-petits-enfants, peut-être même une G4. Et ça change la manière de transmettre aussi. C'est-à-dire que, est-ce que finalement, les grands-parents ne vont pas avoir cette envie de dire, c'est notre rôle aussi, que d'aider les générations les plus jeunes. Aider les générations les plus jeunes, c'est pas nos enfants, c'est nos petits-enfants. C'est ça, parce que c'est eux qui ont besoin d'argent pour démarrer, peut-être d'un bien immobilier pour pouvoir vivre, etc. Et c'est une aide considérable. Bien sûr. Et puis, c'est aussi le moteur de l'économie, faut pas se leurrer, c'est que plus on transfère de patrimoine entre les mains des générations les plus jeunes, plus il y a un facteur économique bienfaisant en réalité, puisque c'est comme ça qu'on fait tourner l'économie. Et ça, pareil, le Code civil regorge d'outils merveilleux pour le faire. Mais ça, le conseiller patrimonial, il sait faire. Il a, j'imagine, la donation partage transgénérationnel en tête, la donation graduelle, résiduelle, tout ça, tu vois, c'est des outils qui sont hyper intéressants pour réfléchir cette idée de transmettre sur plusieurs générations. Mais avant, ces noms un peu barbares d'outils, c'est interrogeons le client sur comment il voit les choses, lui, pour les générations futures. Comment il a envie que son patrimoine s'inscrive
après lui, sur une génération, sur 2, 3 générations. C'est des questions sociétales vraiment importantes et elles sont nouvelles. Il faut qu'on apprenne à les aborder avec les clients. Et tu as raison, parce qu'il y a aussi la dimension de se dire à 50 ans, finalement, je vais hériter de quelque chose. Est-ce que j'en ai vraiment besoin ? Est-ce que je ne peux pas renoncer à cette succession pour la passer à la génération d'après ou d'après encore ? Et il y a 50 ans, c'était évidemment moins le cas. Aujourd'hui, il faut avoir cette approche-là. Et on ne peut pas l'avoir si on ne pose pas les questions et si on ne va pas chercher ça, effectivement, dans la relation qu'on bâtit sur le long terme avec les clients. Alors, il y a un autre aspect peut-être plus personnel, moi qui me marque aussi sur notre marché de la gestion de patrimoine, c'est pour les femmes en gestion de patrimoine, dans les métiers de la gestion de patrimoine, un métier quand même énormément représenté par des hommes jusqu'à présent. Heureusement, ça se féminise. Parce que par définition, c'est mieux quand il y a un peu plus de diversité, en termes de profil, évidemment, en termes hommes-femmes, générationnels, etc. C'est quoi ton regard sur la position des femmes en gestion de patrimoine, si on peut le dire comme ça, et puis plus largement, même dans la société? Tu as évoqué des composantes familiales, famille monoparentale. Qu'est-ce que tu voudrais transmettre, je dirais, comme message ou comme point de vue qui t'anime sur ce sujet-là? Vaste sujet. Ouais. Il y a tant à dire là-dessus. Je partirais déjà peut-être d'un constat qui me ramène longtemps en arrière. J'ai commencé à enseigner il y a plus de 25 ans et je me rappelle très bien de mon premier cours. Donc j'étais évidemment beaucoup plus jeune et impressionnée aussi quand on rentre dans une salle de cours et qu'on enseigne à des adultes. Et dans cette salle de cours, on était 30 et j'étais la seule femme. Ouais. Et ça m'a heurtée, ça m'a fait drôle. Ouais, bien sûr. Et petit à petit, j'ai constaté au fur et à mesure des années que dans les salles de cours, ces salles de cours, elles se féminisaient. Et aujourd'hui, dans mes salles de cours, c'est pas l'inverse, mais ça y est, la parité, elle est là aujourd'hui. Ouais. Donc c'est déjà un signe que, en matière de gestion de patrimoine, ça y est, la profession se féminise. Il y a beaucoup plus de femmes qu'auparavant qui sont dans le conseil patrimonial et c'est très bien. Je sais qu'il y a quelques petites disparités parce que, notamment dans les métiers purement financiers, c'est plus difficile. Aujourd'hui, il y a moins de femmes. Sur les postes de direction, etc., c'est aussi un peu plus compliqué, alors qu'il n'y a aucune raison que ça le soit. Mais c'est une réalité, c'est un fait. Mais en tout cas, c'est mieux. Il y a du mieux. Et pour ma part, l'analyse que j'ai là-dessus, c'est qu'il y a une vraie évolution du métier de conseil patrimonial, et notamment ce métier qui n'est plus un métier de vente de produits et qui est un métier de conseil, induit nécessairement des qualités humaines dont on a parlé tout à l'heure, et donc des notions d'écoute, d'empathie, de sensibilité, de compréhension du risque, de compréhension des peurs. Et ça, j'ai pas envie de dire que c'est féminin, parce que évidemment les hommes sont très capables de le comprendre aussi, mais on voit que les femmes se reconnaissent en tout cas complètement dans ces éléments-là, et les clients reconnaissent les compétences des femmes sur ces points-là. Et je pense que l'évolution du métier dans ce sens a beaucoup aidé à ce que les femmes gagnent du terrain dans la gestion de patrimoine. Après, faut pas se leurrer non plus. On peut faire beaucoup mieux. Bien sûr. On peut faire beaucoup mieux, mais c'est difficile, je trouve, de trouver d'être clair sur les éléments qui peuvent nous aider à mieux faire, parce que, de manière assez objective, il y a le marché qui doit évoluer. Tout le monde doit évoluer. On doit nous aider à mieux exercer ce métier-là et à être plus nombreuses. Mais il y a de l'autocensure, il y a aussi ça. Il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Il y a un phénomène d'autocensure quand même qui est très important chez les femmes et qui fait qu'on a encore du mal à se sortir de ce phénomène de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur, du syndrome de l'imposteur, que je connais très bien. Et on a souvent du mal à se
À se sentir légitime, à y aller même si on n'est pas parfaitement prête, quoi. C'est vrai que les hommes ont tendance à avoir plus de facilité Ouais, à aller de l'avant, alors que nous, on a toujours le sentiment qu'il faut que ce soit parfait pour y aller. ouais, Ce qui est une erreur, et il faut vraiment qu'on arrive à passer ce cap-là, parce qu'on est tout aussi légitime que bien les sûr. autres, au fond. Mais il y a quand même cet élément-là, avec, je ne sais pas si tu le vois, euh, moi, j'ai grand espoir dans les générations futures. Parce que je trouve que les jeunes femmes d'aujourd'hui, elles ont beaucoup moins ça que nos générations à Mm. nous. Elles sont beaucoup moins complexées par tout ça. Peut-être parce que d'ailleurs, elles ne sont pas embêtées par le poids de l'histoire. Elles n'ont pas connu cette Ouais, je pense que période-là ça dont je doit jouer. parle. Ouais, Donc ça joue ouais, énormément. ouais. Et elles sont beaucoup plus à l'aise. Elles ont moins de complexes. Et c'est très bien. Et je pense que ça nous fera avancer dans le bon Ouais, je te sens. rejoins complètement là-dessus parce que je le vois sur, par exemple, mes enfants qui sont plus tout petits, garçons et filles. Et il y a, et chez les femmes jeunes et chez les hommes jeunes, cette évolution-là. Parce que Mm. il faut qu'elles se sentent légitimes, mais il faut aussi que les jeunes hommes soient pas, je vais pas dire, on n'est pas l'ego mal placé à se dire ah oui, mais normalement, ça, c'est notre territoire à nous. Je pense qu'il y a beaucoup moins ça. Donc, s'il y a cette double dynamique de les femmes se sentent plus légitimes et les hommes sont moins à se focaliser sur le fait de dire non, mais normalement, ça, c'est l'homme qui fait, parce que c'était un peu comme ça que c'était présenté Mhm. il y a encore quelques dizaines d'années, il n'y a pas si longtemps que ça. Là, oui, ça participe de l'évolution. Et il y a eu une grosse évolution. Ton exemple est super parlant. Parce que 25 ans, c'est rien du tout à une échelle humaine. Et on se dit qu'il y a encore pas mal de choses à franchir. Donc, Ouais, il y a encore du chemin et je crois qu'il faut vraiment qu'on se dise que c'est féminiser la profession et la place des femmes d'une manière générale, c'est pas juste une question de quota. Ça doit pas être une question bah non. ça doit pas être qu'une question de quota, ça doit pas être qu'une question de cosmétique. Ça doit vraiment être une question de puissance et de qualité. C'est la mixité qui amène la performance et la qualité. Bien sûr, C'est ça surtout le tu message. prêches un convaincu. Donc, Je le sais. ravi que tu portes ce message. Et aussi, en termes de génération, en gestion de patrimoine, on va dire, on va gérer du patrimoine qui est déjà là, donc plutôt chez des personnes un peu plus âgées. Mais ce qui compte aussi, c'est les patrimoines en puissance des jeunes générations qu'il faut commencer à accompagner très tôt. Nous, on dit, dès que vous gagnez un peu d'argent, mettez-en un peu de côté. Commencez à penser à ça. Pensez à votre retraite. Si ça se trouve, vous n'en aurez pas du tout en régime de répartition. Mmh. Et ces messages-là, ils passent bien. Il suffit de les amener. Et ils passent aussi bien auprès des femmes que des hommes. Et je pense qu'en miroir, le fait que le message soit délivré aussi bien, aussi facilement par des femmes que des hommes, fait que les choses avancent. Mais c'est quelque part quelque chose qu'il faut garder en tête en permanence. Donc, ravi que tu évoques aussi ton cas à toi de l'intérieur. Il n'y a pas de sujet de légitimité, donc effectivement, tu l'incarnes complètement. Sur la légitimité et la valeur ajoutée des conseillers en gestion de patrimoine, tu évoquais, en fait, il n'y a pas de statut en tant que tel. Si on met une plaque « Je suis conseiller en gestion de patrimoine », potentiellement, personne n'empêche de le faire. Qu'est-ce qui crée, qu'est-ce qui vraiment matérialise pour toi la valeur ajoutée des conseillers en gestion de patrimoine, au-delà de ce que tu as déjà dit dans la qualité d'accompagnement? Mais nous, on le voit parce qu'on vient nous chercher parfois alors que les gens sont déjà suivis, conseillés. Qu'est-ce qui, pour toi, fait que ça va être déterminant, ça va être différenciant et qui fait que, du coup, c'est jamais inutile d'aller voir un conseiller en gestion de patrimoine, même si, au final, il n'y a peut-être pas de problématique immédiate? Oui, il n'y a peut-être pas de problématique immédiate, mais en tout cas, il y a des questions patrimoniales qui se poseront à chacun d'entre nous. Donc, rien que pour ça, c'est utile d'aller voir un conseiller patrimonial. Moi, j'ai toujours défendu une vision du métier de conseiller en gestion de patrimoine qui repose majoritairement sur le conseil. Et sans lequel les missions d'intermédiation et de vente perdraient une très grande partie de leur valeur. Je le défends depuis 25 ans et je défendrai toujours ça, parce que je crois que le cœur du métier patrimonial, c'est ça, c'est le conseil avant tout. Et donc, c'est la transversalité dont on a parlé tout à l'heure, mais si je devais ajouter un élément de plus, ce serait de dire que le conseiller patrimonial, c'est celui qui va être capable de parler avec son client de ses peurs,
au fond, on a tous des peurs ancrées. Et ces peurs, elles se traduisent en matière patrimoniale. Ça peut être plein de choses. Ça peut être la peur de ne pas savoir gérer, la peur de manquer, la peur de trop donner ou de pas assez donner, la peur de faire mal, etc. Et donc, toutes ces peurs-là, eh bien, un bon conseiller patrimonial, de par sa connaissance transversale, il est capable de comprendre ce que ça induit dans la gestion du patrimoine, dans la composition que doit avoir un patrimoine. Il doit être capable de transformer les peurs en décisions. C'est ça la valeur ajoutée d'un conseiller patrimonial, de transformer les peurs en décisions. Et en fait, ça doit être un réducteur d'incertitude. Ouais. Voilà. Donc, c'est normal pour un client d'avoir des peurs, c'est normal. C'est humain. Et puis, on est dans un contexte qui est quand même parfois un peu anxiogène à tous les niveaux, social, fiscal, politique, géopolitique, etc. Mais tout ça, ça a des impacts sur le patrimoine. Et c'est normal d'avoir des peurs. Le conseiller patrimonial, il est là pour réduire les peurs et encore une fois, pour faire en sorte que ces peurs se transforment en décisions et en stratégie long terme. Voilà. Oui, et puis ça rejoint les notions que tu évoquais tout à l'heure en termes de confiance, en termes de relationnel, et le fait d'apporter de la sérénité pour pouvoir prendre les décisions de manière éclairée, sans être sous le coup de l'émotion ou de la peur. Et effectivement, la peur, c'est humain, comme tu dis. Et ça peut être le premier vecteur de « allez, je me lance, je vais aller voir quelqu'un qui va m'accompagner ». Et l'accompagnement, ça peut être déjà pour dire « ok, on fait baisser la pression. Oui, il y a de l'incertitude géopolitique, économique, sociale, familiale. Et comment on va traiter ?» Parce qu'effectivement, il ne faut pas que ça nous empêche de dormir la nuit. Mais moi, un des aspects que je trouve le plus valorisant dans notre métier, c'est quand les clients nous disent « avec vous, je me sens serein, je repars sereine ou serein ». Et ça, je ne vais pas dire que ça n'a pas de prix, mais clairement. C'est le meilleur des compliments. Ouais, clairement, donc ça, c'est bien. Dans un environnement incertain, si on peut effectivement réduire ces incertitudes, apporter de la confiance et du conseil, c'est formidable. Sur un aspect un peu plus personnel pour toi, est-ce que tu as des sources d'inspiration qui te portent, tu en as donné quand même là en termes de quelque part qui se traduisent dans le métier, mais peut-être plus encore dans ta façon d'avancer, de voir les choses, de ton rôle, de tes missions, toi, sur Terre, dans les personnes que tu vas rencontrer, ce serait quoi tes sources d'inspiration ? Comme ça, tu vois, de te répondre à brûle pour point, je n'ai pas de personnage ou de personnes qui me viennent à l'esprit. Mais c'est drôle parce que quand on me dit, par exemple, quel type de musique t'aimes bien, je suis toujours embêtée de la même manière. C'est vrai. Ouais, Ah oui. Parce qu'en fait, je me rends compte que tout m'inspire. J'ai l'impression d'apprendre de tout. D'accord. J'apprends autant de ma fille de 14 ans que, tu vois, de mes parents. Alors, mes grands-parents sont plus là, malheureusement, mais j'ai des souvenirs de choses qu'ils ont pu m'inculquer. J'ai l'impression que toutes ces personnes que j'ai formées pendant 25 ans, tu vois, m'ont fait grandir, en fait. Et j'ai l'impression qu'à chaque fois que je rencontre quelqu'un, j'apprends. Ouais. Et d'ailleurs, tu vois, je le dis souvent en formation. À chaque fois que je termine une formation avec un groupe, très souvent, je dis merci, parce que je vous ai peut-être appris des choses, mais moi, vous m'avez beaucoup appris aujourd'hui. Ouais. Et c'est pas juste pour faire joli, c'est vrai. Ouais. Et à chaque fois que je ressors d'une discussion ou d'une salle de cours, j'ai appris des choses. Ouais. Et donc, je dirais que les gens qui m'inspirent, c'est les gens qui sont engagés dans ce qu'ils font. Moi, j'aime les gens engagés. J'aime les gens modestes. Ça, c'est peut-être les gens qui m'inspirent sont souvent des gens qui ont réussi en gardant leur modestie. Ouais. Et c'est ce qui m'impressionne le plus dans la vie. Ouais, mais vraiment. D'accord. Des personnes qui réussissent, il y en a plein. Ouais. Des personnes qui réussissent avec un boulard comme ça, il y en a plein. Et ça ne m'impressionne pas. Tu vois, au contraire. À l'inverse, et j'ai la chance d'en côtoyer, des personnes qui réussissent en restant modestes forcent mon respect. Ouais. Vraiment. Ouais, vraiment. T'as raison. C'est la classe, quoi. Ah vraiment. ouais, c'est la classe. Ouais. C'est la classe. Et c'est intéressant parce qu'on peut avoir des modèles incarnés par une personne, mais effectivement, là, ce qu'on voit, c'est plus, on va pas dire l'attitude, les valeurs, quelque part, qui vont être une source d'inspiration. J'aime bien ta notion de tout m'inspire et j'apprends de tout. C'est ce côté un peu écosystème. Et effectivement, moi, je le vis grâce aussi au fait de m'être remis sur les bancs de l'école à un certain âge. Se mettre dans une posture d'apprentissage, c'est un moteur. C'est un moteur. Et quand tu dis
Je trouve ça super intéressant de dire merci de ce que vous m'avez appris, de ce que j'ai appris avec vous aujourd'hui. Évidemment qu'on ne sait pas tout et ça évolue en permanence. Donc, si on n'est pas dans cette démarche d'apprentissage, on perd des choses, c'est vrai. Donc, c'est intéressant que toi, qui transmets énormément, tu reçoives énormément aussi en termes de... et que tu le perçoives dans les retours que tu as. Et justement, toi, moi, je te considère comme à la fois enseignante, praticienne, tu transmets donc tu es ancré quand même dans le quotidien des gens, des clients et des élèves que tu peux avoir ou des professionnels que tu vas former. C'est une position qui est super sympa quelque part parce que tu es connecté un peu à tout. Comment tu résumerais ça, à part au-delà du fait que c'est une chance, hein, je trouve, qu'est-ce que tu en retires aujourd'hui comme expérience ou comme sentiment? Je trouve que l'enseignement, c'est un des plus beaux métiers qui existent parce que ça demande une capacité de transmettre. Donc, moi, mon leitmotiv dans cette voie que j'ai choisie, qui est la formation, c'est la transmission. Et je trouve que, tu vois, j'ai en tête, j'ai formé des centaines et des centaines de personnes. Ouais. Mais le nombre de personnes que j'ai vues progresser, gagner en compétences, gagner en posture, du coup, grâce à la formation, grâce au savoir, c'est incroyable. Et ça, c'est génial. Et j'ai tellement en tête ces visages en face de moi. Et tu vois dans les yeux les petites étincelles du « waouh, je viens de comprendre un truc important ». « Waouh, je suis content, j'ai compris un truc et je vais pouvoir le retranscrire à mes clients ». Ben ça, tu vois, ça, c'est ma satisfaction. Ouais. Et en ça, l'enseignement, c'est magique. Et en même temps, c'est un métier très exigeant parce que, surtout dans nos domaines, la gestion de patrimoine, parce que c'est une matière très évolutive, hein. Le droit civil, le droit fiscal, surtout, ça évolue beaucoup. Donc déjà, il faut toujours être à jour. Ouais. Donc ça, il faut être très expert et au top de la technicité, bien sûr. Mais c'est un métier qui oblige aussi. C'est un métier qui oblige parce que quand tu enseignes à quelqu'un, surtout quand on est en formation professionnelle, tu enseignes à quelqu'un une matière qu'il ne connaît pas forcément très bien. Et donc, il aura tendance à se dire, il m'a dit ça, c'est vrai. Ouais. Alors que, franchement, souvent, quand on enseigne, surtout des matières un peu mouvantes comme la gestion de patrimoine, on enseigne avec un biais, il faut faire très attention à ça. Donc, ça nous oblige aussi à être très rigoureux et à rester vraiment, je dirais, neutre dans ce qu'on va expliquer. Et à rester humble aussi. Ça rejoint l'humilité, bien sûr. Ça rejoint l'humilité, mais je crois qu'on ne peut pas être bon formateur quand on n'est pas humble. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Voilà. Ça se ressent aussi. Hein. On a la chance dans nos métiers de travailler en interprofessionnalité et des gens qui vont faire très bien leur métier et transmettre. Et comme tu disais tout à l'heure, tu sens quand il y a l'humilité en plus, c'est un facteur ça donne tellement envie de s'intéresser à la chose et de passer du temps avec ces personnes-là. Et on en apprend un peu comme tu le disais tout à l'heure. Ça, c'est super chouette. Alors, pour conclure notre épisode, j'aime bien toujours revenir sur la valeur du conseil. C'est quelque chose qui m'anime aussi, qui m'a beaucoup marqué dans les personnes que j'ai pu rencontrer dans ma vie professionnelle. Toi, ce serait quoi le meilleur conseil dans ta vie professionnelle que tu as reçu? S'il y en a un, top 1. Alors, tu vois, j'ai regardé les précédentes émissions et j'ai vu que tu posais cette question-là. Et je me suis dit, bon, à coup sûr, il va me la poser. Et donc, c'est un travail intéressant de faire un peu d'introspection comme ça pour dire... Bon, et j'ai eu alors, non, j'ai pas vraiment eu de mal, je vais te dire pourquoi. Mais en fait, pour revenir sur ce que je te disais tout à l'heure, j'apprends de tout le monde, moi. J'ai reçu plein de conseils et je les prends tous. Parce que des fois, je les trouve bons et des fois, je me dis non, celui-là, je l'entends, mais parce que je vais pas l'appliquer aussi. Hein. Non, c'est pas... Alors, tu vois, j'avais envie de te parler, non pas d'un conseil, mais plutôt d'une leçon qui m'a appris énormément de choses. Et d'ailleurs, je suis sûre que tu faisais partie du truc. En 2023, il y a un grand média connu dans notre domaine de presse qui lance chaque année un prix de la personnalité de l'année. Et alors, un jour, on m'appelle et on me dit « Catherine, tu es désignée parmi les candidats et le vote va être ouvert à tous les professionnels du patrimoine. » Et quand je vois les gens en face de moi, des gens vraiment très connus, avec d'énormes qualités, qui ont vraiment eu beaucoup d'impact, des gens que j'admire beaucoup,
déjà, je me suis demandé ce que je faisais là, mais vraiment, j'ai pas compris. Ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, hein, sur là, le syndrome de l'imposteur, quasiment. Ah oui, Qu'est-ce que je fais là? Oui, non, mais alors normal. là, vraiment, je me suis... Bon. Et il se trouve que ce prix, je l'ai gagné. Ouais. Ce jour-là, j'ai appris, mais un truc incroyable, c'est que je me suis dit, tu vois, les gens qui ont voté pour moi, je suis quasiment sûre que c'est tous les gens que j'ai formés pendant 20 ans. Et je me suis dit, bon, déjà, ce syndrome de l'imposteur, il faut que non pas qu'il te quitte, parce que je pense que quand on l'a, il sera toujours là. Ouais. Mais c'est apprendre à vivre avec le... comment ? C'est pas vivre avec le doute, mais se réconcilier avec le doute, apprendre à faire en sorte que le syndrome de l'imposteur ne prenne pas les décisions pour moi. Et se dire, au fond, tu vois, tous ces gens-là, ils ont voté pour toi, c'est pas juste pour te faire plaisir. C'est donc qu'ils voient en toi quelque chose que tu vois pas encore, tu as eu de l'impact. Ouais. C'est ça, tu vois, le truc que j'ai retenu. Ouais. C'est très juste. Hein. Oui, je me souviens évidemment de cette période-là. Parce qu'il y avait un beau panel. Il y avait un beau panel. Il y avait un beau panel. Et je sais que voilà, tous les étudiants que j'ai eus, je sais qu'ils ont été très... Enfin, j'imagine, pour que je le gagne, ce truc-là, j'imagine qu'ils ont été très impliqués dans le vote. C'est vrai que comme on se parle entre nous dans les différentes promotions successives, évidemment, déjà, on était super contents de t'y voir. Et puis, en fait, le truc se fait naturellement. Et ça fait plaisir, mais tu dis pas je le fais pour faire plaisir. En fait, c'est assez logique. Alors, on aime bien c'est très intéressant comme... merci beaucoup pour cette façon d'apporter les choses, cette leçon. Ça rappelle aussi, effectivement, que parfois, c'est pas juste de la poudre aux yeux. Évidemment, il y a des prix de partout, mais ça, c'est un prix qui touche à l'humain, en fait, clairement. Donc, encore une fois, dans nos métiers... on y est très sensible. Oui, parce qu'on est élu par ses pairs. Donc ça a du sens. Bien sûr. Donc on est obligé de se dire, bon, il y a sûrement quelque chose derrière. Il y a un fond de vrai quand même dans le truc. Il y a un fond de vrai. Et donc, voilà, et un peu plus. Et confiance, quoi. Ouais. Si les autres le voient en toi, tu dois le voir aussi. Ouais. C'est une super leçon. Et alors... je me permets de poser l'autre question que j'aime bien. Et comme tu as vu les précédents épisodes, moi, je trouve ça toujours hyper intéressant. Le meilleur conseil que tu aies donné, toi, dans ta vie professionnelle, ce serait lequel ? Oui, alors ça, j'ai pas de mal à te répondre parce que je le donne souvent et je me le donne aussi à moi-même. Ouais. C'est un conseil qui va plutôt être à destination des femmes. On en a pas mal parlé. C'est vraiment oser. Il faut oser. Même et surtout si vous pensez ne pas être prête. Parce que si on attend d'être prête, comme nous, on a un niveau d'exigence énorme, on ne le sera jamais. Donc, il faut y aller. Les freins ne sont pas techniques. Les compétences, on les a dans n'importe quel domaine. On a les compétences tout autant que les hommes. Les freins sont psychologiques et c'est souvent l'autorisation qu'on se donne qui manque. Donc, allez-y, osez et le reste suivra. C'est le mot de la fin. Et écoute, un grand merci, Catherine, pour l'inspiration que tu transmets, la technicité sur laquelle on a pu donner quelques exemples qui montrent comment le métier, les enjeux de la gestion de patrimoine évoluent. Un métier qui gagne à être connu. On espère que ce podcast fait avancer les choses aussi. Encore un grand merci pour ta participation. Merci beaucoup pour l'invitation. C'était un plaisir. Et au plaisir, pourquoi pas, de nous recroiser sur ce plateau parce qu'on est là aussi sur du long terme. Donc, c'est toujours intéressant de voir les choses évoluer avec nos invités. Un grand merci et à très bientôt. Merci pour votre fidélité.